Salut la team BK, j'espère que vous allez bien. Merci encore, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Hassoun Kamara, ancien footballeur professionnel, consultant, conférencier. Comment vas-tu, Hassoun? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. C'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir sur notre chaîne, donc c'est cool, on est content. Merci, c'est un plaisir aussi. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement en quelques mots? Je m'appelle Hassoun, je suis français, sénégalais d'origine et canadien d'adoption. Ça fait 1 an que je suis canadien maintenant. Et j'ai commencé le foot à Noisy-le-Sec, en région parisienne, ce qui m'a amené par la suite à devenir professionnel. J'ai signé mon premier contrat professionnel à l'âge de 22 ans à l'Olympique de Marseille. J'y suis resté 2 ans et à partir de là, j'ai été à Bastia pour avoir plus de temps de jeu parce que c'était une grosse génération à l'époque. C'était l'époque des Ribéry, Nasri, c'est Habib Bey le titulaire, j'étais son remplaçant. Donc il me fallait plus de temps de jeu. J'ai décidé d'aller à Bastia et j'ai fait deux belles saisons là-bas avant de venir jouer en MLS aux États-Unis et au Canada. J'y suis resté 7 ans et depuis, j'ai décidé d'y rester, faire ma reconversion aussi. Donc, je travaillais dans les médias, analyser les matchs. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à Radio-Canada, la chaîne publique, où on parle de sport, de foot, bien entendu, mais de sport en général. Puis, on m'utilise pour l'actualité en général aussi, des choses que j'aime à partager. Et c'est une des fonctions que j'ai, en plus d'être conférencier, comme tu l'as dit. Donc, c'est un petit peu ma trajectoire. Ok, ok, cool. Donc du coup, on va revenir sur ton parcours qui est assez atypique parce que tu n'as pas fait de centre de formation, mais tu as quand même réussi à réaliser ton rêve. Et en fait, chez BK, on essaye de donner les clés de la réussite aux jeunes, mais aussi de mettre en avant des jeunes footballeurs amateurs qui veulent passer pro. Et donc, en fait, tu représentes l'exemple parfait pour tous ces jeunes qui souhaitent réussir. Donc, on va revenir en détail. Donc, déjà, j'ai lu que tu commences le football, donc, comme tu l'as dit, en banlieue parisienne, à Noisy-le-Sec, dans ta ville natale. Tu commences à 11 ans, c'est ça? Oui, à peu près. C'est assez tard, 11 ans. C'est vrai que Ouais. mes amis étaient déjà inscrits, avaient déjà une licence beaucoup plus tôt, mais c'est vrai que j'aimais le foot, mais je le pratiquais beaucoup plus en fait au quartier, en bas du quartier, à jouer même tout seul. Je m'amusais à. Souvent, il y avait un mur sur notre porche là où pratiquement chaque matin, j'allais m'entraîner tout seul et je prenais beaucoup de plaisir à répéter mes gammes de cette façon. Ouais. Puis, il y a un moment, tu sais, quand évolues, quand tu sens que tu es prêt à jouer en équipe et en groupe, je pensais que c'était à cet âge-là que j'ai demandé absolument à mes parents de m'inscrire. Puis mon père m'a accompagné et ça a été mes premiers pas à l'âge de 11 ans à l'Olympique Musique. Ok, top. Et donc, du coup, ça se passe comment ta formation là-bas? Franchement, c'était génial, c'était des super souvenirs. Euh, Noisy-le-Sec, c'est un club amateur, mais qui a pour réputation de sortir pas mal de joueurs au niveau professionnel. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de Noisy-le-Sec aussi. Ouais. Et c'est vrai que écoute, c'était une école de vie hein, tout simplement parce que non seulement on apprenait les bases du foot, mais il y avait aussi l'éducation qui était très importante pour les dirigeants, pour Jamel Sanjak, Nasser Sanjak. Leur idée, c'était vraiment de faire des stages aussi d'accompagnement de football, mais il y avait un programme qui s'appelait Top Foot qui nous permet justement d'aller à la découverte de lieux à Paris, de Oh, faire des trop sorties bien. qu'on n'aurait jamais faites en fait ailleurs et d'aller découvrir aussi des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et sincèrement, ça a été, encore aujourd'hui, hein, j'en parle dans mes conférences, mais ça a été une école de vie extraordinaire, l'Olympique Marseille. Ok, trop bien. C'était une famille, quoi. C'est une famille, vraiment, vraiment, on se retrouvait là-bas, on aimait se retrouver là-bas. Les différents quartiers, tu sais, les villes sont faites Ouais, de bien sûr. Moi, j'ai grandi à Noisy-le-Grand, donc on est à côté, on a eu la organisations. même enfance. Donc, tu sais que les quartiers sont souvent divisés et on reste dans nos quartiers respectifs. Puis, l'Olympique Noisy-le-Sec permettait à tous ces quartiers de se réunir et de faire des événements en commun ensemble et créer le vivre ensemble, tout simplement. Donc, ça pouvait être anodin quand on était plus jeune, mais avec du recul, on se rend compte que ça crée un tissu, un nœud social qui était juste fabuleux. Et on a appris à évoluer ensemble de cette façon-là. Donc, c'était génial. C'est clair. Ok, bah cool. Euh,
Donc, du coup, à 18 ans, donc tu es toujours à Noisy-le-Sec, tu es en CFA. Ouais. Et donc, du coup, ben, comment se passe ton adaptation au monde senior? Tu t'es retrouvé avec, j'imagine, des pères de famille, des joueurs qui ont travaillé à côté. Est-ce que ça a été difficile mentalement ou enfin, comment ça se passe? Ouais, c'est vrai que ça a été difficile, surtout que j'étais pas spécialement le premier choix en moins de 18 pour Ouais. et les seniors avec les adultes. Il y avait d'autres joueurs qui étaient avant moi. Moi, j'ai continué mon chemin. Et puis, c'est vrai qu'un jour, l'entraîneur Nasser Sanjak est venu voir un de nos matchs, puis a vu ma prestation et a vu certaines de mes qualités. Puis, voilà, du jour au lendemain, m'a dit, viens avec nous à partir d'aujourd'hui. Donc, ça a été une transition difficile parce que physiquement, il faut savoir qu'à Noisy-le-Sec, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était un passage en fait qui était extrêmement difficile pour moi. Il fallait que je m'adapte justement à ce que tu as dit, au gabarit des autres joueurs, à l'intensité des entraînements de Nasser qui sont ces entraînements sont réputés dans toute la France chez les amateurs. Là, on sait qu'à Noisy-le-Sec, on va souffrir, on va travailler. Et, voilà, il fallait que je m'adapte à ça et ça a été une belle école aussi de travail justement et qui m'a permis de récupérer un petit peu le retard que j'avais en termes de conditions physiques et d'avoir un tremplin essentiel pour passer au plus haut niveau par la suite. Donc c'était vraiment une belle école aussi. Ok. Ouais, donc du coup, justement, en parlant du haut niveau, tu fais un gros match, un Coupe de France face à la Auxerre, où tu te démarques, en plus de ta saison. Et là, il y a 5 clubs pro qui veulent te signer. Enfin, c'est la folie, feu d'artifice. Et donc, du coup, j'ai une petite question pour toi. C'est que on dit souvent que dans chaque réussite, il y a bien évidemment énormément de travail et 1% de chance. Est-ce que sans ce match, tu penses que tu en serais là aujourd'hui ou est-ce que c'était le timing, mais quoi qu'il arrive, ça aurait fini par le faire C'est une bonne question. Tu sais, même aujourd'hui, des fois, j'ai voilà, des retours en arrière à savoir qu'est-ce qui serait passé si, etc. Comme tu l'as dit, je faisais une saison, une bonne saison sur la durée. Et puis, j'étais quand même suivi, il faut le dire, par certains clubs Ouais. avant ça. Donc, j'avais des touches même avec le Paris Saint-Germain à l'époque, mais il y avait absolument rien de concret. C'était toujours des observateurs qui venaient. Rennes, le Stade Rennais venait souvent aussi. Donc, Ok. il y avait quand même un certain suivi, mais il manquait comme le déclencheur, en fait, qui fasse que voilà, là, on y va. Et puis, tu sais, des fois, il y a des opportunités qui se présentent à toi et tu as beau te plaindre des conditions, des circonstances ou des personnes autour de toi à dire, bah, on ne me fait pas confiance, c'est de la faute des autres, mais tu sais, des fois, quand les situations viennent à toi, c'est à toi, justement, voilà, d'aller Bon choix. bousculer les choses. Et c'est un peu la philosophie que je me suis mis en tête, de me dire, écoute, tu as l'opportunité de jouer à Noisy devant tout le monde, toute ta famille, tous tes amis, il y a la télé, il y a la France qui va regarder ce match, bah, à toi voilà, de montrer tes qualités. Et je pense que oui, ça a été un match déclencheur. Je pense que ce match a concrètement aussi fait la différence, il faut être franc aussi, et qui m'a permis voilà, de valider le potentiel qu'on voyait en moi. Ok. Et donc du coup, donc on l'évoquait tout à l'heure, donc suite à ce match, donc il y a plein de clubs qui veulent te signer. Il y a des clubs anglais, je crois. Il y a Rennes, il y a Le Mans. Ben, tu viens du coup de m'apprendre qu'il y avait le PSG qui te suivait également. Pourquoi l'OM? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as grandi dans le 93. À quel moment tu te dis l'OM c'est le club de rêve? Non, mais c'est vrai, c'est paradoxal. Je pense là aussi qu'il y a eu pas mal de circonstances aussi qui font que quand tu es dans une position de joueur amateur, bah, tu sais, quand il y a des clubs qui t'appellent, c'est difficile de dire non par rapport à ce qu'on te propose et au Ouais. projet qu'on vend aussi. Donc, moi, mon premier choix, si tu veux la vérité, je voulais pas aller à Marseille au début. Mon premier choix, c'était d'aller à Rennes, concrètement. Ouais. Donc, j'ai été à Rennes, il faut le savoir. Ok. Euh, à Rennes concrètement. J'ai rencontré le directeur sportif, Pierre Brossi. J'ai fait un essai là-bas, j'ai fait un match avec Gourcuff, etc., contre le Dynamo Minsk. C'est super bien passé. À l'issue du match, on me propose un contrat. Donc, on me propose un contrat de 3 ans. Je suis prêt à le signer. Donc, avec ma rencontre avec Pierre Brossi, mais la réalité, c'est qu'il y avait eu un petit litige entre Noisy-le-Sec et Rennes par le passé. Ah. Un ancien joueur qui avait signé à Rennes, donc Cheikh Ndiaye, qui avait signé pro à Rennes et qui jouait avec moi à Noisy-le-Sec. Et disons que
des termes de contrat n'ont peut-être pas été respectés, où il y a eu un imbroglio entre les deux clubs, qui fait que j'en ai un peu subi les conséquences parce Ouais. que mon choix était là-bas. Donc, ça a mené à des discussions, à des échanges, à essayer voilà, d'arranger ça. Mais disons que les choses prenaient leur temps. Et à côté de ça, bah, tu as l'Olympique de Marseille qui vient, qui te dit, écoute, Assoun, nous, on t'a vu, viens faire une semaine chez nous, Ouais. puis on comment ça se passe. Donc, j'ai été aussi faire mon test à Marseille. Et là, bah, ça s'est super bien passé pour moi. Je me suis vraiment bien senti. Et puis, tu as l'Olympique de Marseille qui te propose un contrat de 3 ans. Quand toi, tu es amateur à Noisy-le-Sec, je veux dire, Ouais, c'est clair. tu peux pas non plus attendre. Donc, j'ai été de cette façon à l'OM. J'ai pas été reculon, j'ai été fier aussi, c'est Ouais, sûr. bien sûr. Et puis, tu sais, comme j'ai dit, hein, nous, notre rêve, c'est de toucher le monde professionnel. Et à l'époque, c'était le plus Que grand ce soit club. le moyen. Ouais, c'était le plus grand club. C'était Nasri, c'était Ribéry, c'était Cissé. Et on me dit, tu viens avec nous, tu es obligé de dire oui. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok, d'accord, très bien. Donc ensuite, tu pars à Bastia pour 3 saisons, Ouais. où tu imposes rapidement un titulaire indiscutable. Euh, Tu parlais tout à l'heure de ta préparation physique. Et du coup, quel cap là tu as dû passer pour t'imposer là-bas à 21 ans, autant sur le plan technique, physique que mental? Disons que Bastia, c'est un club particulier déjà. C'est une île, c'est un club avec une grosse histoire. C'est un club vraiment un super club. Supporter, Ouais, c'est ça, mais il y a les supporters et la ferveur, il faut s'adapter à ça. Et puis, ça a été quand même une adaptation difficile à Bastia, il faut le ouais, dire. Pour moi, ouais, ça a été difficile parce que j'avais encore, disons, pas de la déception, mais disons, je partais de Marseille avec un goût d'inachevé. J'avais l'impression que il y avait quand même la possibilité de faire autre chose, de faire mieux encore à Marseille. Les dirigeants comptaient vraiment sur moi au début. J'espérais vraiment pouvoir avoir du temps de jeu, mais en même temps, quand ton concurrent, c'est le capitaine Abibay qui se blesse jamais, tu ranges ton frein et tu peux tout le temps jouer, c'est compliqué. De cette façon-là, et puis écoute, ça a été justement bah, l'ouverture pour Bastia, et là, il y avait quand même un goût de déception un petit peu, fallait que voilà, mentalement, que je me remette les idées en ouais. place, et puis ça a été des grosses discussions avec l'entraîneur qui était Casoni, Bernard Casoni, voilà, qui me motivait, qui me fouettait et ouais, qui n'hésitait pas justement à me dire les choses aussi. Donc ça a été bah, très important pour moi d'essayer de me concentrer sur le jeu. Puis il y a eu des moments marquants, donc difficiles aussi, mais des moments marquants où je mets un doublé en tant que latéral dans le derby face à Ajaccio. Donc ça, c'est des gros matchs en fait qui marquent les esprits et qui permettent bah, justement d'essayer de grandir et d'évoluer. Donc ça a été un petit peu mon cas. Et j'en retire vraiment une belle expérience de Bastia. Pour moi, ça a été une très grosse expérience. Et je me sens vraiment chanceux d'être passé par ce club. Ça a été là aussi formateur dans un autre sens, mais Ouais, un gros club historique. ok. Donc du coup, suite à ton expérience, tu rends ton contrat parce que tu as une opportunité à Dubaï. Oui, Finalement, le transfert capote. exactement. Et donc là, tu reviens en France en toute humilité, résilient, à Noisy-le-Sec. À ce moment-là, il se passe quoi dans ta tête? Bah, tu vois l'histoire que je te raconte où on a un ascendant, où on parle de club professionnel, on parle justement de joueurs avec qui on évolue. Puis du jour au lendemain, tout s'arrête. Mais tout s'arrête, mais vraiment brutalement. Et puis c'est des choix que je dois assumer parce que euh, c'est par l'intermédiaire d'un ami, Sabri Lamouchi, qui m'appelle et qui me dit, écoute, Assoun, il y a une opportunité à Dubaï. Puis j'avais une super relation avec Sabri, vraiment. Et donc, il me dit que Laurent Banide, l'ancien coach de Monaco, est placé là-bas. Puis, ils sont intéressés par mon profil. Donc, moi, ça m'intéresse parce que, bien sûr, il y a le projet sportif, mais il y a aussi le projet financier. Avec ce qu'on me propose, c'était compliqué de dire non. Ouais, Et, et, euh, et donc, je décide voilà, d'y aller. Mais la condition sine qua non, c'est de résilier mon contrat et de partir là-bas en joueur libre. Donc, je le fais. Et quand je le fais, bah, j'arrive là-bas, au bout d'une semaine, toujours pas de contrat, 2 semaines, 3 semaines. Puis là, je vois les coachs et le directeur. Puis ils me disent que bah, ils vont se faire renvoyer tout simplement et ils ont plus les clés du camion pour me faire signer. Donc là, tu te retrouves dans une situation où tout était réglé. Et vraiment, vraiment, où
as signé quelques documents au niveau du comité olympique, mais pas au niveau de la FIFA directement. Donc, tu te retrouves dans des discussions que beaucoup de joueurs ont connues aussi. Et la réalité, c'est que tu peux pas signer pour jouer. Tu peux pas jouer concrètement. Tu dois attendre justement des validations. Donc là, bah, je retourne en France. Euh, je retourne à Bastia d'abord. Puis j'avais une belle Ok, situation à Bastia. J'avais un super appartement, vue sur la mer, etc. Mais là, bah, tu n'as plus les mêmes rentrées d'argent que tu avais par le passé. Donc, la projection n'est plus la même aussi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu rentres en France, tu rentres à Noisy-le-Sec. Je vais chez mes parents, je reste là-bas. Je retourne m'entraîner à Noisy. Et puis l'idée, c'est vraiment de me refaire une santé, en fait, mentale, physique, garder la forme et d'évoluer comme ça. Mais ça a été là le premier moment difficile de ma carrière. Le gros, ouais, gros, gros. ok. Et en fait, à deux moments, enfin pour la deuxième fois, tu te retrouves entre guillemets à payer les pots cassés, on va dire, d'éléments extérieurs à toi. Ouais. Et en fait, à aucun moment, tu as envie d'arrêter. Enfin, moi, quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit, mais c'est ouf. Moi, ça y est, j'aurais claqué la porte et ça y est, merci, au revoir, c'est bon, je veux plus entendre parler du foot, tu vois. Et je me dis, c'est ouf, le mec est résilient. Enfin, et je me dis, à ce moment-là, est-ce que du coup, tu continues pour la passion du foot ou tu continues en te disant, de toute façon, c'est une évidence que ça va finir ça va finir par payer. C'est vraiment que ça. Moi, c'est la passion du foot. Ouais, Je suis un passionné, j'ai vraiment ça. Et puis dans ma tête, c'est que ça. Il était inimaginable d'arrêter, même si, comme tu le dis, bah, l'entourage te dit d'arrêter et que bah, c'est peut-être le moment pour toi de passer. Puis tu as bien sûr des amis qui t'encouragent, mais tu as des gens autour de toi qui, tu sais, il y a des moqueries qui vont avec. Ah, il n'avait pas le niveau, c'est pas pour lui. Tout ce qui passe avec, et ça, c'est humain, c'est comme ça. Mais moi, c'était vraiment le foot. C'était vraiment le foot. Et puis j'ai l'impression que j'avais pas fini ce que je voulais faire. Et tu sais, quand tu résilies ton contrat, bah, tu es un peu comme tout le monde, tu finis au chômage. Donc, même les professionnels au niveau de l'État te disent des choses. Donc, tu vas au Pôle emploi, tu pointes, ils te disent, et le foot, il est temps d'aller travailler. Ils te proposent du taf. Puis si tu le prends pas, bah, écoute, t'es pénalisé comme monsieur tout le monde, en fait, tu ouais, vois. c'est clair. Donc, tu descends On d'une va dire un réalité commun des mortels. dans le commun des mortels où on te faisait tout. À Marseille, genre, tout était fait pour toi, tout, 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 tout. Puis tu reviens justement dans cette réalité qui m'a pas spécialement perturbé parce que je viens de là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est vrai que tu voilà, t'atterris et puis tu dois décider de ce que tu veux faire. Donc là, bah, c'est entraînement. Tous les jours, je continue de m'entraîner. Puis j'ai décidé aussi de rejoindre l'UNFP qui mettait en place une structure en fait pour s'entraîner et bah, réunir les joueurs sans contrat en fait, tous ensemble pour Ok. qu'ils puissent s'entraîner. Mais la condition sine qua non, là encore, c'est d'accepter que ce fichier soit public. Donc, dans la France entière, on disait que tu étais un joueur au chômage, tu vois. Et ça, je crois que ça a été le plus dur, en fait. Plus dur pour moi, mais plus dur pour l'entourage aussi, les amis, la famille aussi. Tu sais, Ouais, bien sûr. au Sénégal, on te voyait à Marseille 2 ans avant, 3 ans avant. Aujourd'hui, tu fais partie de la meilleure équipe du chômage, des chômeurs de France. Les renégats. La meilleure équipe des chômeurs de France, tu vois. Donc, bah, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Ouais, Mais, mais tu sais que c'est par là que ça doit passer. Tu sais que ouais. c'est par là qu'il faut garder la forme. Et puis, j'ai plein d'amis qui étaient super talentueux de Ligue 1, de Ligue 2, qui ont refusé de s'inscrire à ce stage-là. Hmm. Puis, le pire regret de leur vie, en fait, parce qu'ils ont eu peur d'affronter justement le regard des autres. Ils sont restés sur ce statut-là, sur le statut et le regard des gens de l'extérieur, au détriment de leur propre avancée, de leur propre travail. Donc, personnellement, j'ai pas hésité à le faire. J'ai été, puis ça a été le meilleur choix de ma vie. Vraiment, vraiment. Magnifique. Ok. Donc ensuite, donc suite à ça, tu pars à Montréal, en deuxième division. Donc on est en 2011. Ouais, Tu fais une très grosse année. Tu finis dans l'équipe type du championnat et ouais, tu es meilleur joueur du club cette saison-là. Et vous ouais. arrivez à accéder à MLS. Exact, exact. C'était le projet, justement. J'ai regardé le projet qui y avait en place. J'avais un agent qui m'avait parlé justement de Montréal et à Clairefontaine, là, on s'entraînait avec l'UNFP. On avait aussi une possibilité de voir justement des entraîneurs faire leur formation. Donc, il y avait des joueurs du monde, il y avait des entraîneurs du monde entier, mais il y avait des entraîneurs canadiens
des États-Unis, du Canada, etc. Donc, c'est la première fois que j'entendais parler justement de ce regard-là. Et puis, un agent m'avait appelé à une époque, il m'a proposé justement voilà, de regarder du côté de la MLS. Euh, Puis moi, de mon côté, je me disais, bah, aller en MLS, c'est plus les grandes stars européennes qui prennent à l'extérieur et qui y vont. Je vois pas pourquoi ils me prendraient. Mais en rentrant, j'ai eu la chance aussi de croiser un ami qui était à Montréal Ok. et qui a fait ses études à Montréal, qui était un peu au foot à Noisy-le-Sec avec moi. Et en discutant, on a parlé aussi voilà, de la ville et de ce qui se passait ici, du club. Puis là, bah, j'ai décidé de prendre mon sac, de faire le test pour la deuxième division et puis par la suite d'avoir l'espoir d'aller en MLS. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, vraiment. Ok. C'est magnifique. Et, ok, bah, du coup, j'allais te demander comment tu fais ton choix, mais du coup, tu m'as taclé. T'as répondu avant la question. Ok. Et du coup, est-ce que tu conseilles la MLS aux jeunes qui évoluent en France ou en Europe? Oui, je le conseille. Pour moi, c'est un championnat qui grandit vraiment bien. Euh, En fait, c'est plus dans la vision footballistique, mais aussi en style de vie, Ouais. qui peut être un super compromis. J'ai développé beaucoup de choses ici. Je me suis réalisé ici aussi. Ça m'a permis voilà, de jouer avec des grands joueurs aussi. J'ai, pardon, j'ai joué avec Alessandro Nesta, j'ai joué avec Marco Di Vaio, j'ai joué avec Drogba. Je veux dire, il y a quand même une aventure humaine aussi qui se dégage à travers ça. Et puis, il y a aussi un stéréotype négatif qui est aussi fait, en fait, de la vision qu'on a de la France, depuis la France vers la MLS. On pense que c'est facile, que c'est juste des Américains qui jouent au foot, mais la réalité, c'est que c'est compliqué. Quand on regarde concrètement, pour aller dans ce championnat-là, c'est extrêmement compliqué. Les choix sont difficiles, les clubs sont vraiment, vraiment mieux structurés aujourd'hui. Et pour moi, c'est un des bons championnats aujourd'hui dans lesquels il faut être. Et il y a beaucoup de joueurs qui y vont aujourd'hui. Hein. C'est les joueurs du Barça qui quittent le Barça pour aller en MLS. Joueur de France, Bouanga qui était à Saint-Etienne, qui a laissé Saint-Etienne pour aller à Los Angeles et être champion aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de. C'est quand même un beau projet de vie, un beau projet sportif. Donc, du coup, en novembre 2017, tu prends ta retraite. Oui, c'est ça. Tu deviens, donc on va dire, entre guillemets, parcours classique d'ancien footballeur, tu deviens consultant sur une chaîne québécoise. Ouais. Et ensuite, c'est là que je me dis, punaise, mais le mec est hyper polyvalent, hyper intéressant. Tu deviens conférencier sur l'intelligence émotionnelle et la diversité. Est-ce que tu peux nous en parler? Entre autres, ouais. Bah, l'idée, c'était justement tu sais, le foot, c'est bien, mais c'est de savoir ce que tu veux faire aussi par la suite. C'est pour ça que je te parlais de projets justement sportifs, mais pour moi, il n'y a pas que ça. La malchance, entre guillemets, que j'ai eue dans le monde professionnel au foot, c'est de ne pas avoir fait de centre de formation et de ne pas avoir justement, bah, je partais Ouais. pas sur le même pied d'égalité que les gars qui ont fait ça depuis l'âge de 10 ans, 11 ans. Mais en même temps, ça m'a donné le choix et la chance de développer voilà, mon cursus scolaire et de développer des choses, de savoir ce qui allait m'animer, d'être prêt déjà à me préparer pour le monde professionnel. Et puis, il y avait, voilà, moi, j'ai fait un bac sciences économiques et sociales. La culture générale, c'était vraiment quelque chose d'important dans ce bac-là, et puis de s'intéresser à d'autres choses aussi. Et à l'issue de ma carrière, bah, j'ai commencé à me projeter, à savoir ce que je voulais faire. Et ça a été, je dirais que les conférences ont été la conséquence de l'écriture du livre que j'ai fait, en fait. J'ai écrit un livre Saisir sa avec un, chance. exactement. J'ai écrit un livre, j'ai eu l'idée d'écrire un livre et de faire le parallèle entre ce que vivaient les athlètes professionnels qui ont eu mon parcours difficile, chaotique, il faut se relever à chaque fois, et les entrepreneurs. Donc, j'ai vu qu'on avait la même réalité finalement, que voilà, faut se lever le matin, aller chercher des choses, qu'il n'y a absolument rien de garanti. On ne sait pas si l'entraîneur va nous faire jouer, dans quel club on va être, dans quel continent on va être dans 2, 3, 4, 5 ans. Puis quand on est entrepreneur, c'est pareil. On ne sait pas si le marché va accepter notre produit ou notre service rapidement. Il va falloir se battre pour convaincre. Il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes aussi.
Et l'idée, c'était de faire des chapitres qui font le parallèle à chaque fois entre l'esprit entrepreneurial et l'esprit sportif, et dans l'idée de parler à tout le monde. Donc, ça a été un vrai succès. On a été content du livre. Ça a eu pas mal de résonance. Et à partir de là, bah, c'était développé des idées. On est venu me chercher concrètement pour venir parler de ces aspects-là. Et puis, c'est développé bah, concrètement le métier de conférencier, tout simplement. Aujourd'hui, on m'appelle pour motiver les entreprises, pour motiver les organismes à but non lucratif aussi, et les écoles surtout. Les écoles où je me retrouve dans ce que je te disais au début avec Ouais. Noisy, à l'Olympique Noisy-le-Sec, où on avait la chance justement de vivre ça. Bah, c'est ma façon en fait de rendre en fait ce que j'ai appris à Noisy-le-Sec et d'aller chez les jeunes, passer des moments avec eux, à jouer au foot un petit peu, et puis après on discute justement de développement personnel et de persévérance. Voilà, c'est grâce à Noisy-le-Sec vraiment vraiment et à ces valeurs-là, entre autres, que j'arrive à faire ça aujourd'hui. Ok. Et tu me parles de développement personnel. Est-ce que tu penses que, on va dire, l'influence canadienne a eu un impact sur ça? Oui, 100%. En France, je ne pense pas que j'aurais fait ce métier-là. Ouais. 100%. Parce qu'il y a des stéréotypes qui sont collés à ça. On est moins ouvert que dans cet esprit-là qu'en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, où je pense qu'il y a quand même une culture plus ouverte pour le développement personnel, pour le mindset, aller chercher les choses, ne pas avoir voilà, de regrets dans cette vie. Et pour moi, hein, je pense qu'il devrait y avoir un cours de développement personnel en France à chaque semaine pour les élèves, pour les jeunes, pour les adultes aussi, parce que tu Mm. as beau construire des choses et faire des choses sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, mais si tu n'as pas les bases de valeurs émotionnelles d'intelligence émotionnelle aussi, c'est compliqué. Tu as du mal à connecter avec les gens, tu as des ressentis, des stéréotypes qu'on t'a appris en 90 et tu vis encore avec aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que l'iPhone fait des mises à jour tous les 6 mois, que, et nous, on est encore sur des préceptes qu'on nous a appris dans notre monde qui était extrêmement c'était difficile à l'époque, on vivait pas la même réalité, etc. Mais on grandit, on nourrit en fait des choses qui nous tirent encore le maillot encore aujourd'hui, tu vois, pour faire le parallèle. Mm. Et je trouve qu'on gagnerait finalement à partager, à échanger sur des vraies choses, à lever des tabous aussi qui sont pesants en France, pour se dire que bah écoute, on a droit de tomber, on a droit de trouver ça difficile, on a droit voilà, de se remettre en question, on a droit de changer de voie, on a droit de faire un métier, mais dans 6 mois d'en faire un autre sans état d'âme, sans aucun état d'âme. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on pourrait changer par la discussion, par l'échange, et t'as raison, le Canada a changé ma vision de vie. Moi, je suis vraiment un autre ici, là, vraiment, vraiment. Ok. Et du coup, tu es entre guillemets un peu. Enfin, tu pensais être auteur un jour avant ce livre? Non, jamais. Jamais, là encore, c'est vraiment des rencontres et des personnes qui te mettent ça en tête, tu vois. Ouais. On était à une soirée on était à un événement avec un ami et j'ai rencontré un professeur d'université que je connaissais pas du tout à l'époque. Et donc, on discute un petit peu, je lui parle de mon parcours, puis c'est lui qui me met la graine et qui me dit, mais Hassoun, ton histoire, elle est folle en fait. On ne parle pas d'histoire de Zidane, de machin, ok, c'est pas le souci. Mais le fait de partir d'où tu viens, de faire ce que tu as fait, etc., et peu importe, tu as comme défoncé des portes pour arriver à faire ce que tu fais. C'est Il m'a dit, clair. faut que tu écrives un livre en fait. Je dis, bah là, un livre, je vais intéresser qui? Puis je suis rentré, je l'ai rappelé 2 jours après, je lui ai dit, écoute Benoît, ok, j'écris un livre, mais je l'écris avec toi et on fait quelque chose voilà, qui peut être assembleur, et tu fais la partie entrepreneuriale, moi je fais la partie autobiographique, puis on relie ça pour les étudiants parce qu'il était professeur à l'université. Donc c'était l'idée justement d'aller chercher les entrepreneurs et les étudiants. Donc on l'a fait comme ça. Donc oui, là encore, c'est d'aller. J'ai quand même ce mindset de me dire, j'ai envie de tester des choses, j'ai envie voilà, Expérimenté. ouais, de me retourner plus âgé et de me dire, bah, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et je me suis challengé. Puis là, c'était un autre challenge complètement différent, mais c'était une magnifique aventure. Ça m'a rapproché J'étais déjà très proche de mon père, mais il m'a donné des histoires qu'on n'aurait jamais eues en fait si je n'avais pas écrit le livre. Donc on s'est assis, il m'a donné on s'est rapproché au niveau de certaines histoires, certaines confidences. Ma mère aussi, c'est pareil. Je veux dire, c'est des choses ouais, qui ont été extraordinaires, vraiment une belle aventure.
Ah, c'est magnifique. Magnifique. Et du coup, ouais, c'est ce que, en fait, ça, c'est un truc, c'est un des axes sur lesquels on essaye de travailler beaucoup chez BK. C'est de, en gros, dire aux jeunes, c'est bien de tout viser et croyez en vos rêves à 4000% parce que si vous y croyez pas, personne n'y croira. Mais euh, n'ayez pas de retenue, mais gardez en tête qu'il faut préparer votre après-carrière. Tu vois, donc Ouais, c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ta carrière. C'est comme si tu avais eu une carrière sportive et après tu as fait une deuxième mi-temps là où on t'attendait pas en fait. C'est ouf. exactement ça. Et j'ai envie de te dire, je m'épanouis peut-être même encore plus dans ma deuxième mi-temps. Ouais. Euh, Comme si le football était les bases et j'ai pris énormément de plaisir à le faire. C'était un rêve d'enfant. Je veux dire, l'Olympique de Marseille, dans ma tête, c'est n'importe quoi. Tu vois, alors, je suis passé par là. Pour moi, c'est fou encore. J'ai du mal encore à le réaliser. D'où je viens, c'est impossible. Mais là, donc, c'est des enjeux de société qui me plaisent et qui me parlent, comme quoi le foot peut nous amener vraiment à des choses vraiment, vraiment super intéressantes aussi. C'est vraiment l'axe que j'essaye de tenir et de dire aux jeunes, comme tu le dis, comme vous le faites si bien, bah, chez vous, voilà, de préparer l'avenir, de faire d'autres choses. Le foot, c'est magnifique, c'est génial. Le slogan de l'Olympique de Noisy-le-Sec, c'était le foot, c'est bien, l'école, c'est mieux. Et il y a vraiment c'est le slogan, et c'est un slogan qui me suit jusqu'aujourd'hui. Je te jure, vraiment, vraiment, c'est des choses anodines mais marquantes. Et de se dire que bah, les émotions extraordinaires, c'est une passion, mais qu'après, il y a tellement de choses qu'on peut faire aussi et qu'on peut exploiter, que ce serait dommage finalement de s'en priver en n'ayant pas cherché les choses. Mm, c'est clair, c'est clair. Du coup, pour finir, la question spéciale BK, quelles sont pour toi les clés de la réussite? Les clés de la réussite, déjà c'est bien, tu parles d'un trousseau de clés, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Euh, je pense vraiment déjà c'est d'avoir des valeurs sur lesquelles s'appuyer, ça nous aide beaucoup déjà. Et les valeurs, c'est les valeurs familiales qu'on nous inculque depuis tout petit. Je pense que, tu sais, j'ai beau être à des milliers de kilomètres, c'est les mots que mes parents m'ont toujours donnés depuis tout petit, ils résonnent en moi, tu vois. T'as beau partir où tu veux, c'est là, là. C'est clair. Donc, ça, C'est même ouais, dans les ça, veines, c'est le quelque chose. transgénérationnel. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, même quand il y a des moments difficiles. Hein, et bien entendu, on parle de foot, on parle de voilà de choses extraordinaires, mais il y a aussi le revers de la médaille. Il y a des moments difficiles, extrêmement difficiles, où tu sais que bah il y a des choses que tu dois devoir gérer. Il y a de la pression, il y a de la déception aussi, des challenges que d'autres ne vivent pas aussi. Donc il faut les assumer, ça va avec. Mais c'est une aventure extraordinaire à partir du moment où tu arrives à avoir une vision. Donc, pour répondre à ta question, c'est le fait de s'offrir une vision de vie et d'essayer de se challenger sur des choses palier après palier. Et c'est ce que j'essaye de faire dans les différentes choses que je fais. Bah, ça me nourrit beaucoup. Euh, la concrétisation, c'est des restaurants. On a ouvert des restaurants en France. Donc, on a 3 restaurants africains en France qui s'appellent Oser. Et puis, c'est la conjugaison finalement de ce que je te dis, où les valeurs et ce que j'ai aimé de ma mère au niveau de la gastronomie, bah, on les réunit avec l'entrepreneuriat et le fait de se dire, OK, dans mon mindset, j'ai rarement eu l'opportunité d'aller manger dans des restaurants africains, street food, haut de gamme, etc. Bah, on va changer les habitudes, on va le faire. On va convaincre les gens qui vont au sushi le lundi, chez l'italien le mardi, bah, d'aller chez l'africain aujourd'hui de la même façon. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de connaître un ami africain pour y aller seulement aujourd'hui. On va faire adopter ça. Donc, c'est un peu l'engagement de oser avec mes partenaires. Et, voilà, ça croise vraiment ce que je te dis au niveau des valeurs. Donc, c'est de se faire des visions, casser des barrières, croire en soi, se dire que la chance, ça existe, mais il faut la saisir. C'est le titre de mon livre, Saisir sa chance. C'est à toi d'aller la saisir, c'est à toi de faire en sorte que tu peux transformer ta vie, que tu peux rebondir après les difficultés, après ce que les gens appellent les échecs. Euh, tu peux être la meilleure version de toi-même si toi t'y crois. Donc, c'est vraiment les mots et les valeurs que j'essaie de partager. Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange, Assoun. C'était hyper intéressant. Et j'espère venir à tes prochaines conférences en France. Franchement, tiens-moi au courant. Avec plaisir, je viendrai. Donc voilà, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup à la team BK d'avoir regardé.
Et puis, n'hésitez pas à liker et à partager.